La psychothérapie en France change, bouge, évolue. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir le regard d'un philosophe sur des questions existentielles. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intervenus dans la salle, mais qui étaient très heureux d'être là pour voir ce que c'était. Le monde du cinéma, les gens qui écrivent, et puis les psys, finalement, ils sont un peu psys, tous ces gens-là. Et ça, je pense que ça nous rapproche beaucoup. Il y a une possibilité de prendre conscience que quelque chose ne va plus, et c'est là que le travail peut commencer. Oui, c'est une réalité. Le festival démarre. Je suis très heureux de lancer cette première édition. Nous avons créé le festival avec les films et les débats, mais aussi, comme vous avez pu le voir dans les programmes, des petits déjeuners où tous les gens pourront venir rencontrer les conférenciers, les professionnels pour discuter, échanger avec eux. On a choisi la traversée du temps qui était en fait l'idée de faire des débats, de proposer des films autour des différents moments ou des passages de vie importants. D'abord, la première chose, je pense que c'est vraiment intéressant de diversifier autour de cette approche de la psychothérapie, tu vois, les gens qui sont du domaine du soin, mais aussi du domaine du social et pourquoi pas du domaine spirituel, un peu avec justement la philosophie. Le cinéma, c'est quelque chose qui met en évidence des problématiques ou en tous les cas des situations de vie, qui met en évidence des profils psychologiques. Et c'est vrai que quand on rentre dans un film, un peu, c'est comme dans un travail thérapeutique, on rentre dans l'histoire de quelqu'un. Voilà. Quand on accompagne quelqu'un, on va à la rencontre de cette personne et on va à la rencontre de sa propre histoire. Et le film, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on plonge dans une vie, dans une histoire. Et on découvre des choses de la personne. On est dans une empathie quand on reçoit une personne. Et dans un film, c'est un peu pareil. On rentre en empathie avec les personnages. Et alors, il y a un autre épisode tout à fait merveilleux, c'est quand Charles jette le téléphone dans les rochers. Il coupe la communication avec un monde, et puis il y a avant et après. Et après, c'est curieux, c'est comme s'il lui disait « ben maintenant, tu vas te mettre à parler ». On peut regarder un film de différentes façons, comme on peut regarder un tableau. On peut essayer de le décrire ou de l'analyser ou de le juger sur le plan artistique, mais on peut aussi rentrer pleinement dans l'histoire, pleinement dans les personnages. Voilà. Et c'est ce qui est ressorti un petit peu du festival. C'est-à-dire que les gens qui étaient au festival ont eu vraiment la sensation de plonger dans les histoires. Là, est-ce que c'était parce qu'il y avait des débats après ou parce qu'il y avait une ambiance dans la salle? Mais les gens ont tous dit, on a regardé, on a pénétré dans le film différemment. Bonsoir, moi je suis très contente d'être là. Justement, je vais parler de Bénédicte Saki, qui était en fait l'assistante de mon agent et qui en avait marre de s'occuper de gens qu'elle disait tarés. Et elle est devenue donc psychanalyste. Et donc maintenant, elle crée un festival avec ses amis. Et je me suis dit finalement, c'est ce qu'on fait nous quand on est acteur ou quand on fait du cinéma, c'est de mettre en avant les troubles et d'en faire des forces. C'est de les chercher dans les personnages et d'essayer de faire que les relations fonctionnent avec nos défauts, avec nos troubles. Et le fait que maintenant ce soit eux qui mettent en avant le cinéma pour parler de ce qu'ils font, alors je pense que c'est merveilleux. Et voilà, je suis ravie d'être la marraine pour cette première édition. Bon festival à tous. On a eu l'idée, avant du festival, de créer un moment de rencontre et d'échange, surtout. Ça sera un peu la dynamique de cette soirée, pour essayer de réfléchir et surtout de vous peut-être faire connaître qu'est-ce que c'est que la psychothérapie, quelle est la différence peut-être avec les autres métiers, qu'est-ce qui nous différencie. Je me pose une petite question parce qu'en fait, là, je regarde la salle et je me suis rendu compte de ce phénomène à d'autres moments. Beaucoup de femmes sont présentes, très peu d'hommes. Et paradoxalement, ce sont plutôt les hommes qui osent poser des questions. Donc c'est très psy comme question, mais voilà. C'est qu'effectivement, en gros, il y a 80% de femmes pour 20% d'hommes dans la profession. Donc c'est ce qu'on retrouve à peu près dans nos cabinets. Mais là, actuellement, il y a effectivement beaucoup de demandes d'hommes. Ce qui est une première, ça fait 20 ans que j'exerce, je n'ai jamais eu autant d'hommes en demande. Moi, ça m'arrivait souvent de voir des personnes arriver, des hommes arriver, suite à une formation au management, par exemple. Voilà, ou un entretien annuel d'évaluation où son propre manager lui a dit peut-être quand même que tu serais un meilleur manager si toi-même tu allais peut-être regarder un peu ce qui se passe pour toi. Ça rejoint ce que tu dis. Moi, j'ai aussi beaucoup d'hommes qui viennent parce que un licenciement, voilà, du jour au lendemain, je perds mon emploi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau dans les générations des hommes depuis quelques années. Beaucoup de personnes qui viennent nous voir ne nous demandent même pas quelle méthode nous avons.
Ils viennent nous voir parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce qu'ils nous ont vus sur l'annuaire et ils ne savent même pas quelle méthode nous faisons. Certains oui, mais beaucoup non. En revanche, ce qui va être important pour eux, c'est quelle est la qualité de la relation qui s'établit. Et ça, j'ai envie de dire, c'est unique à chaque relation. Voilà. Et donc, je peux être une très bonne thérapeute pour quelqu'un et une très mauvaise thérapeute pour un autre. Voilà. Le fait que le thérapeute a une solide formation et avant tout un travail sur lui-même, expérientiel, et des références théoriques et la maîtrise, entre guillemets, d'une méthode précise qui fait que ça va être possible pour lui d'accompagner une personne dans ce voyage et les inattendus, les découvertes qu'ils vont y faire ensemble. Oui, dimanche matin, au marché des Douves, le petit déjeuner avec Marc Bonnard, sexologue, psychiatre, médecin psychiatre, abordera le sujet sexualité, temps et culture. Donc je vous invite à nous rejoindre à ce petit déjeuner de 8h à 9h. Les petits déjeuners, c'était vraiment la grosse question. Est-ce que les gens allaient se déplacer à 8h du matin? Est-ce que les gens allaient venir pour rencontrer les personnes? Et en fait, ça a été notre grande surprise, c'est que je crois que sur les 2 petits déjeuners, il y avait plus de 150 personnes sur les 5 lieux en tout. Et ces moments ont été hyper appréciés parce qu'en fait, ils étaient plus dans quelque chose de beaucoup plus intime. Ils ont pu parler d'eux-mêmes aussi par rapport à une thématique. On a vu des petits déjeuners où il y a même eu des émotions. Des gens ont exprimé quelque chose de leur histoire. Et ça a été des moments très très forts. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Il est 8h15 du matin, un dimanche matin. Et je trouve que c'est le moment idéal pour parler de sexe, culture et temps. Alors moi, il y a quelque chose que je vois beaucoup en consultation depuis une dizaine d'années. Avant, c'était par exemple l'homme qui me disait « ma femme n'a pas envie de faire l'amour ». Et maintenant, je vois des femmes qui viennent avec leur mari en me disant « mon mari n'a pas envie de faire l'amour ». Et ça, c'est quelque chose vraiment de contemporain. Hein. Alors, ce n'est pas le fruit du hasard, hein, j'en vois beaucoup. Et où il y a une baisse de désir sexuel masculin. Il y a aussi maintenant tous les réseaux pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Hein. Alors, on s'inscrit sur un site et on se décrit et puis on rencontre quelqu'un et puis on a un rendez-vous et ça le fait ou ça le fait pas. Mais il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas du tout à avoir un rapport sexuel dans des conditions pareilles. Est-ce que le fait d'avoir perdu ce travail d'approche, ça n'a pas cassé justement le charme et de tomber directement dans un site de rencontre et d'avoir une consommation sexuelle quasi immédiate parfois? C'est pas ça au bout d'un moment qui est finalement répétitif et qui du coup mène parfois à des courants d'abstinence comme aux États-Unis ou Parce que justement, dans l'acte sexuel, il y a quand même un échange affectif, il y a beaucoup d'émotions, etc. Et là, on a l'impression que quand c'est programmé comme ça, les émotions, elles doivent être quand même assez limitées. Il faut prendre son temps, il n'y a pas un miracle qui se fait. Et puis, dans les relations à deux, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, et d'essayer de réinstaurer une communication d'une part, et surtout un travail de séduction, parce que moi je crois que c'est ça, c'est quand même plus excitant d'arriver, d'envoyer un petit SMS à son ou à sa partenaire, plutôt que de le faire d'une manière... voilà. Je reviens à ma pratique corporelle et sophrologique, d'étayer ce schéma corporel. Il ne se réduit pas qu'aux zones génitales. Et là, ce corps devient un corps, j'allais dire, vraiment sensuel, sensoriel, beaucoup plus développé. Moi, j'ai hyper les boules contre toi. Et toi, tu t'en rends même pas compte. Je comprends que tu m'en veuilles, mais... Tu sais, la vie, elle n'est pas écrite d'avance, hein. Après un jour, tu te réveilles et puis t'es passé à côté. En même temps, c'est ça qui est bien, c'est toutes ces belles choses qui nous restent à faire, non? Hé, comment ça s'appelle ça déjà? Comment le bonheur? Et le bonheur! Ce qui était intéressant dans le Lufamnus, c'était tout le regard que l'on a pu porter sur cette femme qui fugue. Voilà. Quel sens, qu'est-ce que c'est que la fugue? Et je pense que quand une personne fugue, c'est que quelque part, c'est pas négociable, elle ne tient pas compte de ce que ça peut provoquer chez les autres. C'est un geste de survie, je pense que c'est quelque chose qui est très très fort. La personne ne peut pas faire autrement. C'est que jusque-là, elle vivait sans se poser des questions,
en pensant que ce qu'elle vivait correspondait. Et la crise, elle est révélatrice que quelque chose n'allait pas aussi bien que ça, ou bien tout ce qui n'allait pas n'est plus acceptable. C'est plutôt ça que les personnes se rendent compte. Un travail thérapeutique sur soi, c'est un moment important dans son existence. D'abord parce que c'est pas évident à faire, voilà. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui nous transforme, qui nous amène à être plus nous-mêmes, voilà, donc à nous débarrasser aussi de ce qui a été difficile pour nous. Donc il y a quand même un sentiment, après un travail thérapeutique, sentiment de liberté, d'être plus incarné dans son existence. La liberté, c'est vraiment justement savoir où sont nos choix, savoir où on doit aller, mais aussi dans un certain cadre. Tu vois, la liberté, pour moi, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut tout le temps. La liberté, c'est vraiment prendre les bons choix, choisir les choses les plus importantes pour nous. Et du coup, pour ça, je crois qu'il faut se connaître profondément. Ça a l'air compliqué de rapatrier le corps de mon fils, parce que je ne connais même pas les circonstances de l'accident. Je suis désolée. Madame, Je crois que la personne endeuillée est dans une position très difficile. Elle est dans une position difficile parce qu'elle est endeuillée, mais aussi position difficile parce que les amis, les proches, ne savent pas trop comment s'y prendre pour l'aider. Et donc, la personne endeuillée a besoin d'être aidée, mais pour ce faire, elle a besoin d'aider les autres à l'aider. Vous comprenez ? C'est extrêmement délicat. Et très souvent, d'ailleurs, ce n'est pas un sentiment de culpabilité légitime, voire pas du tout. Alors, moi, je n'ai absolument pas de réponse là-dessus, mais est-ce que vous auriez un éclairage, une expérience qui... On a été dans un excès pendant longtemps qui a consisté à tenir les enfants à l'écart de la scène de fin de vie, et beaucoup d'entre nous, à commencer par moi, sommes des handicapés dans l'approche du deuil parce que nous avons été mis de côté. Les choses bougent, les choses changent. Maintenant, il n'y a pas de, je dirais, une sorte de commandement avec, mettons, 10 commandements. Tu feras ceci avec les enfants, tu ne le feras pas. Écoutez votre enfant qui vous guidera. Écoutez votre cœur et articulez-vous avec les soignants. C'est ça la magie d'un festival, c'est-à-dire que les personnes sont là et qu'on a senti au fur et à mesure des jours, eh bien, qu'il y avait une espèce de, pas de complicité, mais une forme de connaissance, peut-être un tout petit peu d'intimité, parce que c'est tous des sujets intimes dont on parlait. Et vraiment, c'est vrai que regarder un film ensemble, c'est pas la même chose que de regarder tout seul. Et là, on l'a vraiment senti. Parce qu'il y a un partage de préoccupations. Et on l'a senti aussi dans les cafés du matin, les cafés psy du matin, puisque beaucoup de personnes, pas toutes, mais beaucoup de personnes qui étaient qui étaient au festival venaient aux séances du matin. Et donc, il y avait quand même toute une continuité, en même temps respectueuse, intime, pudique, et en même temps très vraie. D'être là et que c'est un honneur pour moi d'avoir été choisie. Je ne savais pas au début si c'était un bon signe ou un mauvais signe qu'on m'appelle pour être la marraine de ce premier festival. Il y avait tant d'autres acteurs. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir, en même temps beaucoup d'honneur pour la ville de Bordeaux que d'accueillir ce premier festival Synopsis. Merci d'avoir choisi notre ville et félicitations à tous les organisateurs de cette rencontre. Je n'ai pas pu vous accueillir hier à la mairie, mais vous l'avez été excellemment par mon adjoint Nicolas Bougère, qui est en train de prendre une photo de nous trois. Très bien, merci. Vous m'avez dit que vos cafés de psychothérapie ont eu un grand succès. Vous avez été surpris que les Bordelais se lèvent à 8h du matin un samedi pour venir à votre rencontre. C'est dire l'intérêt qu'il a porté à tout cela.
La psy, elle a incroyablement évolué par rapport à cette image du psychanalyste. On entend aujourd'hui beaucoup parler de thérapie, de TCC, thérapie comportementale. Et je me suis dit, il y a des pistes intéressantes là-dedans. Il y a des pistes intéressantes dans ce qui est justement de l'ordre d'une sexualité qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus relationnelle. Et donc, je trouve que la faille considérable des transhumanistes, c'est qu'ils aiment trop la durée et ils n'aiment pas assez la vie. Le psychisme de celui qui est abusé n'a pas une capacité de résistance. Cette résistance dans le film, à ce niveau relationnel, elle vient d'un autre personnage. Et à partir de quel moment on a un adolescent un peu perdu, qui a une adolescence difficile, et faire la part des choses entre ça, et de l'autre côté, un adolescent qui a une pathologie, qui va voir un psychiatre, qui est malade. J'ai beaucoup apprécié de partager en fait ces moments, et en particulier les films, celui de l'ouverture de vendredi soir. Qui nous a accompagnés, Polanski, Mia Farrow, Casabets, un film mythique, si vous ne l'avez pas vu, je pense que la plupart qui aiment le cinéma ici ont vu ce film. Qui nous a dit qu'il nous accueillerait aussi l'an prochain, et à tous nos partenaires. À l'année prochaine.